Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce mardi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but de cette émission, vous avez évidemment la possibilité d'intervenir, soit vous partez sur notre plateforme GGO8037, sinon le site de la radio aussi, le www.espacefmguinée.info. Avec plaisir, évidemment, nous allons essayer de relayer vos messages en direct dans l'émission. Ahmed Camara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher Djibril. Bonjour Lamine. Djibril, bonjour. Waka, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, c'est même pas peur. C'est même pas la peine de faire des non, mais choses de comme toutes les façons, on va parler de ça, même si c'est pas dans le sujet. Ouais. Des mesures prises pour l'attaque terroriste du Mali, les mesures annoncées contre les terroristes. Il est important qu'on aborde ce sujet-là en Guinée parce qu'on n'est pas à l'abri. On est à quelques kilomètres du Mali. Le shaitan quoi qu'on dise, oui, mais écoutez, quoi qu'on dise, c'est le moment d'en parler, Ouais. c'est le moment de réfléchir. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont prises. La dernière fois, j'ai écouté la déclaration, on me dit, ouais, le président a reçu l'état-major, on a pris des mesures, et pour le moment, ce sont des mesures confidentielles, etc. Ouais, mais ce sont des mesures confidentielles, mais pendant ce temps, on a besoin de mesures publiques annoncées pour que la psychose cesse, pour que les gens puissent comprendre que l'État se bouge. Non, qui t'a dit qu'il n'y a pas de psychose pour le moment? C'est toi qui le dis, Djibril. Tu penses que les gens ne commencent pas à avoir peur? Je pense que c'est le moment de rassurer les Guinéens sur ça. On a quand même un compatriote qui a échappé belle du côté du Radisson. On a le président de la République qui a déclaré de vouloir participer à la guerre contre le terrorisme. Et dès lors que vous dites aux terroristes que nous allons participer à la guerre contre vous, vous devenez un ennemi tacite. Donc il décide de frapper à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Roby. Mais il y a des choses dont on doit parler ici. C'est très grave. La Ce n'est question pas grave. des voiles, on doit aborder la question. Je veux continuer. C'est maintenant qu'il faut. On n'attend pas. Non, écoutez, Djibril, on n'attend pas qu'on frappe pour qu'on puisse dire il faut faire ça. C'est le moment. Beaucoup de pays sont en danger. Ils ont entendu à ce qu'il y ait des attaques terroristes à l'intérieur pour que les gens puissent se bouger. Pour le moment, nous pouvons prendre l'exemple sur les autres pays. On doit débattre sur la question des voiles. L'Assemblée nationale doit pouvoir s'en servir. On doit débattre sur la question de quelques mosquées radicaux ici qui existent. Ou, balancer la tête, mais ça existe. Bien. Où on peut participer au changement des mentalités des jeunes. Il y a beaucoup de sujets dont il faut débattre aujourd'hui. Bien. Allez, Ahmed, allez-y, mon grand. Djibril, Tout le monde va parler. Allez, voilà. Non, je préfère que si Djibril n'a pas d'infos sur la situation de notre pays, alors qu'il s'abstienne carrément. Je veux signaler un fait ici. De toutes les façons, je pense que le Mali même qui est touché par cette histoire de terrorisme et autres, le Mali n'était pas du tout prêt. Quand l'hôtel a été attaqué du côté de Bamako, mais je pense que n'eût été l'intervention aux côtés des forces maliennes, des forces françaises et américaines, les Maliens n'allaient jamais s'en sortir. Ibeka n'avait pas le choix de féliciter ses troupes. Quand j'ai vu, je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité, mais quand j'ai vu la progression des soldats maliens, je me suis rapproché des spécialistes. Vous savez quoi? C'était nul. Ouais. Je pense que... Ahmed. Non, écoutez, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, la Guinée... Vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Ben si, je suis en train de dire... Vous dites ce que vous pensez. Non, je ne suis pas... Désolé. Non, je ne suis pas en train de dire ce que je suis en train de... Voilà. Ce que je pense. La preuve, c'est que je vous dis, ce n'est pas ce que je pense. En Guinée, il n'y a pas de force antiterroriste. Ce n'est pas moi, je ne suis pas en train de penser. Je vous dis la situation. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas de force en Guinée. Dans le cas de la Guinée, oui, s'il vous plaît. Ahmed, mais quand vous dites que l'armée malienne... Lamine, je crois que c'est trop dit. C'est pareil. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les forces d'élite maliennes n'ont pas été aussi nulles que vous le dites, Ahmed. Voilà. Quand même. Allez-y, va continuer. Allez-y, Ahmed. S'il vous plaît, monsieur Aboubakar, Ouais. une force de libération lors d'une prise d'otage n'existe pratiquement pas au Mali. Le GIGN a décollé de Paris quand il y a eu l'attaque au Mali pour venir faire quoi exactement? Pour venir former les Maliens. J'ai honte. Un pays qui est dans une situation pareille, c'est maintenant vous faites une formation pour libérer des otages. Je dis non, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Ça, c'est le Mali. Et en Guinée, vous avez les mêmes situations. Monsieur le Président de la République, si on vous dit que vous avez une force de ce genre en Guinée, quand il y a des attaques pour faire des libérations, ça n'existe pas, bien évidemment. Le GIGN est spécialiste en ce sens. Vous avez des commandos parachutistes en Guinée, vous avez ce qu'on appelle Bata et autres, mais chacun a son rôle à jouer. Dans une équipe de football, vous avez les attaquants, vous avez les défenseurs, vous avez le gardien de but. En Guinée, je vous dis bien que ce genre de force n'existait pas. Mais, bien évidemment, des Guinéens ont pu suivre ce genre de formation, mais ils sont aujourd'hui abandonnés, ça il faut le dire.
le GIGN qui est spécialiste de cela en France, des Guinéens ont pu suivre cette formation. Il n'y a que 12 Guinéens qui ont suivi la formation dans ce genre de cas pour la libération des otages. Ces Guinéens aujourd'hui sont éparpillés un peu partout. Je pense que ce n'est pas normal. Il faut les regrouper. La Côte d'Ivoire l'a montré clairement. Ce n'était pas une mission. Ce n'était pas un secret. Ils l'ont montré clairement. Ils ont mis en place une force antiterroriste. Et cette force est gérée par qui aujourd'hui? Par un certain Doudou Touré, je crois, qui a fait également le GIGN. Je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre ce genre de structure en place. Ce n'est pas quand on sera face à une telle situation qu'on va dire oui, il faut faire appel. Non, le Bata, ce sont des spécialistes. Je les fais confiance, ce sont des commandos, mais ils ne sont pas spécialistes dans tous les domaines. Donc chaque spécialiste doit aujourd'hui jouer son rôle, sa partition, pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu quand on sera face à ce genre de situation. Voilà, l'expert, la voix du peuple s'exprime ce matin. Allez-y, Moussa Moïse. Moi, ce que j'apprends des événements qui se passent, des événements malheureux qui se déroulent actuellement dans le monde, en matière de terrorisme, il vaut mieux s'accommoder à un certain excès de prévention que d'agir en termes de réaction. Parce que la réaction... Mais ça nous concerne quand même. Non, c'est ce que je dis de façon générale. Voilà. Il vaut mieux qu'on s'accommode de cela. Il faut mettre des points d'alerte. Il faut mettre des points de surveillance et de prudence en place en Guinée, au niveau de nos frontières, au niveau des lieux sensibles. Pas seulement, mesdames et messieurs, le centre culturel franco-guinéen ou l'ambassade de France. Ou même la gendarmerie nationale. Voilà. Non, pas seulement là-bas, pas seulement ces lieux dits sensibles. Il y a aussi d'autres lieux sensibles. Je suis d'accord avec toi. Qu'il faudrait protéger. Donc, je serais très d'accord de voir le gouvernement guinéen mettre des mesures préventives en place, même si pour l'instant, on n'est pas directement la cible, entre guillemets, de ces terroristes. Mais il faut retenir une chose. Lorsqu'on attaque votre voisin, le Mali, c'est vraiment un pays voisin, lorsqu'on attaque un pays voisin comme le Mali, et lorsque notre président a engagé des troupes dans la guerre au nord du Mali contre ces terroristes, il faut se préparer à l'effet contraire. L'effet contraire, c'est quoi? On voit ce qui se passe du côté de la Syrie. Tous les pays qui ont des coalitions qui bombardent Daesh sont très souvent menacés par ce groupe terroriste. Nous avons aussi des combattants du côté du Mali. Nous devons donc, en prévention à tout cela, avoir les garde-fous qu'il faut afin qu'en cas d'attaque, les grandes gueules. Et sur la question du port du voile intégral, la question a été posée par le professeur Alpha Condé, mais il a trop vite tranché à mon avis. C'est une question de fond. Il faudrait que ce soit amplement discuté. Je suis d'accord que les mosquées qui sont dans la radicalisation soient ramenées à la raison, mais pour l'instant, le constat que j'ai fait, puisque j'ai sillonné quelques mosquées, le reportage d'hier est sur Espace TV en illustration. Oui. Nous n'avons pas un islam radical en Guinée. On peut s'en féliciter pour l'heure. Mais on ferme un peu les yeux. La remarque que j'ai faite récemment, c'est qu'on ferme un peu trop les yeux sur les fonds étrangers. Merci beaucoup. S'il vous plaît, rapidement, les fonds étrangers qui sont envoyés en Guinée pour la construction de certaines mosquées. C'est là où vient la radicalisation. Vous ne pouvez pas lutter contre l'islam radical si vous ne veillez pas sur la provenance des fonds qui servent à la construction de certaines mosquées, parce que c'est là où l'endoctrinement commence. Bien. Et l'État doit être véritablement gendarme à ce niveau. Il faut veiller à ce que les fonds ne viennent pas de n'importe où et que tous ces réseaux soient démantelés. Voilà, allez, difficile de lâcher le micro. Allez-y, Tamba. Finalement. Ouais, finalement. Écoutez, Lamine, personnellement, je pense qu'en Guinée, il y a une certaine mentalité qui risque de constituer un terreau fertile et qui pourrait même constituer un abri aux terroristes s'ils entraient en Guinée. Je vais vous dire, vous prenez votre voiture, même la nuit, vous sortez, vous arrivez à un barrage où normalement vous êtes censé être vérifié. On doit contrôler. Qu'est-ce qui se passe alors que vous sortez pour ouvrir votre coffre de voiture pour qu'on la contrôle? On va vous dire non, patron, restez. Est-ce qu'on peut avoir, il fait frais, aidez-nous pour prix de cigarettes ou du thé. Je pense qu'il y a cette mentalité contre laquelle il faut lutter. Oui, sinon, on va boire du thé. Tous ces discours du président de la République, je vais fermer telle école, je vais faire ceci, je vais fermer telle mosquée, ça ne risque de rien produire. C'est malheureusement le constat qu'il faut se faire. Bien. Maintenant, je vais vous dire, il faut prévenir. Même s'il y a des gens qui sont assez sensibles à la question tranchée par le président de la République, moi personnellement, je le salue, je le félicite, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est en fait d'être ce président qui prend en compte les nombreux défis de la sous-région. Parce que
le terrorisme constitue aujourd'hui une menace pour toute l'Afrique. Et ça, c'est une réalité. Et pourtant, ça peut aussi passer par là. C'est une des mesures qu'il faut prendre en compte. C'est une mesure qu'il faut prendre en compte. Je comprends que ce soit un sujet sensible parce que ça touche à un sujet, ça touche à un élément constitutionnel. Mais que Moussa Moïse me dise, au terme de quelle étude est-ce qu'il peut valablement affirmer qu'il n'y a pas d'islam radical? Absolument. Moi, j'ai envie de savoir quel est l'expert qu'il est pour pouvoir le préciser. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Quand même. Non, mais un constat, comment? Allez, les gars, on va s'écouter, c'est important. Allez-y, Roby. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce constat. Puisque je veux dire que la radicalisation, c'est une question doctrinale. Et la question doctrinale vient généralement des prêches. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun instrument qui peut nous permettre de mesurer que dans toutes les mosquées de la Guinée, il n'y a pas une prêche radicale. Je ne suis pas d'accord. Nous ne parlons pas seulement de fond, mais il y a des mosquées aujourd'hui où l'endoctrinement existe. Quand vous allez au niveau de Longo, il y a des gars barbus là qui passent avec les pantalons coupés. Est-ce qu'on a interrogé ces gens-là? Je veux dire, mais oui, exactement. Moussa, permets-moi d'aller jusqu'au bout. Le Tchad a interdit, ce n'est pas dangereux, il faut le dire. Le Tchad a interdit le port des voiles intégrales. On n'attend pas, écoutez, l'antiterrorisme n'attend pas qu'on frappe pour qu'on prenne des mesures. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir. Il faut prendre exemple sur tous les cas qui se produisent à travers des pays africains et même à travers des pays occidentaux pour prendre les exemples. Aujourd'hui, quand vous allez en Europe, on demande aux imams, à tous les imams, de transcrire la prêche pour que ce soit écouté, pour que ce soit lu, pour que tout le monde puisse savoir ce qui est dit. C'est important, ce sont des mesures qu'il faut prendre. Ce sont des mesures importantes qui participent à l'anti-endoctrinement des jeunes. Je pense que c'est important aujourd'hui. On ne contrôle pas toutes les mosquées en Guinée, Moussa Moïse. Il n'y a pas de structure aujourd'hui. Même la direction comment je vais dire, la direction où on s'occupe des questions religieuses ne peuvent pas nous dire qu'ils contrôlent toutes les prêches, qu'ils contrôlent toutes les mosquées. Je n'ai pas fini. Ensuite, Moussa Moïse pourra intervenir. Ouais. Le problème que nous avons en Guinée-Lamine, il faudrait que nous, journalistes, aidions le peuple à démystifier, à désacraliser certains sujets. Le fait de rendre hypersensible, le fait de rendre tabou les questions religieuses, ça n'aide pas le pays. Il y a un problème de fond, ça existe. Il faudrait qu'on se pose de très bonnes questions là-dessus. Il faudrait qu'on en débatte. Je dis à Moussa Moïse qu'il n'est pas expert dans ce domaine-là. Que ce soit dans les mosquées, en islam, que ce soit en christianisme, je veux dire ceci. Il faut suivre. Peut-être que vous l'êtes, vous. Non, mais ce que je veux dire. Spécialiste en la matière. Non, mais ce que je veux dire, Lamine, on ne dit pas d'une religion, d'une façon de pratiquer la religion, qu'elle est orthodoxe, qu'elle est ci ou qu'elle est ça, tant qu'on n'a pas ces éléments de mesure. Je pense que observer, rien qu'observer ne suffit pas. Et je vais vous dire, il y a des mosquées, bien entendu, qui ne sont. Il y a des mosquées qui ne sont pas contrôlées. Bien. Il y a également des églises qui ne sont pas contrôlées. Je pense qu'il faut ouvrir l'œil là-dessus, sinon on se perd là. Allez-y, Moussa, allez-y. Oui, je veux rapidement dire quelque chose. Ouais. En 30 secondes. En 30 secondes, quand on commence mes propos, à l'entame de mon propos, j'ai bien dit, à mon avis, puisque moi, contrairement à Tamba, j'ai été sur le terrain, j'ai été visiter ces mosquées, j'ai été filmé, j'ai été interrogé. C'est quand même un acquis que j'ai que tu n'as pas. Parce que rester dans un studio climatisé et s'époumoner en disant qu'il n'est pas expert dans le domaine, je pense que c'est un peu trop vite dire. Ce que j'aimerais dire, quand je parle de sujets sensibles, je ne dis pas forcément qu'il s'agit de parler, de censurer un tel sujet. Non, quand je parle de sujets sensibles, je parle du fait qu'en parlant trop vite, on risque de toucher à certaines minorités. C'est cela la question. Même si je n'ai pas... Je voudrais, avec votre permission, préciser en fait, c'est que, contrairement à ce que Ahmed disait par rapport aux forces spéciales maliennes, je dis à Ahmed que le GIGN a un pendant malien qu'on appelle le peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui est formé pour les opérations de ce type. Je suis d'accord sur le fait qu'il faille se poser... Non, mais ici, il y a un peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui est le pendant du GIGN français. Ça, c'est important. Mais maintenant, je pense qu'il faut se poser globalement la question de savoir... Il faut se poser un certain nombre de questions dans un contexte où l'obsession sécuritaire monte d'un cran. Eu égard, bien évidemment, à la multiplication des attaques que certains pays ont connues. Je pense que la question du voile intégral mérite d'être posée.
avec la multiplication des attentats au Tchad, le gouvernement tchadien a pris des mesures par rapport au port du voile intégral. Pas du voile, mais du voile intégral, parce que le voile intégral peut dissimuler, n'est-ce pas, des bombes. Donc il faut se poser des questions sur le port du voile intégral. Maintenant, interdire des mosquées, des écoles coraniques, me semble être une mesure disproportionnée. Parce que là, on fait de l'amalgame entre les prescriptions coraniques et ceux qui se servent de la religion pour s'aimer la terreur. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. Dans un contexte où l'obsession sécuritaire est montée d'un cran, je pense qu'il est normal et légitime de se poser un certain nombre de questions. Mais non, Roby, attends quand même. Allez-y, Abakar. Je pense qu'on peut pas. Je pense que Djibril doit souffrir d'entendre Ahmed quand même interpeller nos autorités sur la nécessité, l'impérieuse nécessité quand même d'avoir des troupes formées à des opérations telles que les prises d'otages. Je pense que le constat est clair, la Guinée ne dispose pas de forces dans ce domaine-là et contrairement à ce qu'il a dit, au contraire, c'est qu'au Mali, il y a eu quand même cette force d'élite qui n'a pas fait un travail à l'as des piques, et je pense que le travail qui a été fait par cette force d'élite au Mali, bien avant l'intervention du GIGN et d'autres forces américaines, ce travail n'était pas aussi mauvais, Ahmed. Je pense que le Mali sait très bien, le gouvernement malien sait très bien que cette menace est à ses pieds et à ses portes, et je pense que le gouvernement malien n'est pas assez dupe, n'est pas aussi dupe pour ne pas quand même se préparer à ces éventualités. Ce qu'il faut demander aux États africains, et je pense que le débat est au sein de la CEDEAO, c'est d'organiser une lutte coordonnée, une croisade coordonnée contre ces menaces djihadistes, ces menaces terroristes. Je pense que la réflexion et les initiatives sont assez avancées dans ce cadre-là. Du côté de la Guinée, sur la question des mosquées radicales ou du vol intégral, moi j'ai trouvé que je pense que le président a fait trop de faits d'annonce. C'était samedi également au siège du RPG Arc-en-Ciel. À mon avis, il faut une réflexion et une analyse, une approche beaucoup plus holistique et amener en tout cas la Ligue islamique et surtout le secrétariat aux affaires religieuses à poser le débat, à faire en sorte que tous les acteurs, toutes les parties prenantes à ces questions-là se retrouvent pour définir une stratégie commune. Mais je ne suis pas pour le fait d'aller fermer des écoles franco-arabes ou d'interdire de but en blanc le port du voile intégral. Encore qu'il faut faire une différence entre le voile intégral et le voile islamique. Et le voile islamique, c'est extrêmement important. Je ne suis pas pour qu'on fasse la guerre à ces musulmans qui ont leur pratique, leur façon de pratiquer l'islam est conforme à un certain nombre de courants et les textes qui le régissent. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder et poser, à mon avis, il faut espérer que prochainement le président puisse nommer quelqu'un d'assez compétent à la tête du secrétariat des affaires religieuses pour pouvoir en prendre en compte ce genre de débat. Voilà, pourquoi pas Koutoubou? Les grandes gueules. Allez, Ahmed. Et je le maintiens. Je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité. Quand j'ai vu la progression des soldats maliens, j'ai fait appel à un spécialiste qui m'a dit s'il vous plaît. Je respecte vos propos, respectez mes propos, d'accord? Bien, allez-y, Ahmed. Quand j'appelle pas parce que j'ai envie d'appeler, j'appelle pour comprendre. Je vous donne un exemple. Même la manière dont les soldats maliens descendaient les escaliers, ce n'est pas comme ça. Non, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Ce sont les règles. Ce sont les règles d'intervention. Ce sont les règles d'intervention qu'ils disent. Deuxième aspect. On reçoit des messages. Pas de souci. Mais je veux vous dire quelque chose. J'ai dit que l'armée guinéenne était une armée compétente. C'est une armée qui a fait face à des rebelles. Mais vous savez quoi? Faire face à un rebelle qui est juste en face de toi et à un commando qui se trouve dans un immeuble, font deux. Il y a une manière d'intervenir quand il est à l'immeuble. Il y a une manière d'intervenir quand il y a une prise d'otage. Il y a une manière d'intervenir quand le rebelle est juste en face de vous. C'est pas pareil. Merci. Donc je vous beaucoup, dis qu'il faut apprendre. C'est pourquoi je disais tout de suite que dans une équipe de football, vous avez ce qu'on appelle un attaquant, vous avez un défenseur et vous avez un gardien de but. Donc on ne joue pas n'importe comment. Chacun a un rôle, que chacun joue son rôle. Merci beaucoup. Allez, quelques précisions, Moussa Moïsi là. Oui, des précisions concernant une annonce que j'avais faite hier. Un jeune qui se trouve
Oui, Ouais. ça va? Oui, ça va très bien. Bah oui, on fait de la radio avec dans la télévision. Bien sûr. Donc, Bien. oui, il s'agit de Mamadou Kale Barry. Mm. Beaucoup sont informés de son état aujourd'hui, qui heureusement s'est un peu stabilisé. C'est le jeune dont je vous parlais hier qui s'est fait tabasser du côté de Dabola parce qu'il aurait suivi la femme. C'est important de le dire dans ce pays, puisque c'est un abus quand même, Roby, c'est un abus d'autorité. Ça peut arriver à n'importe qui dans notre pays. Donc il faut qu'on en parle. On ne sait pas ce que tu fais, Roby. Ouais. Alors, donc, aujourd'hui, il est du côté de la traumatologie. Et donc, Mamadou Kale Barry, il s'est fait tabasser jeudi dernier du côté de Dabola à 20h. Son péché, c'est qu'il aurait donc suivi la femme d'un certain Condé qui travaille du côté de l'Hérault. Donc, ce dernier a amené une armée, entre guillemets, de gros bras pour repérer le jeune, d'abord en l'appelant sur un numéro non connu par le jeune, et après la personne se fait passer pour quelqu'un qui s'est trompé. Non, je me suis trompé, et c'était juste pour le repérer. On le repère, on l'isole dans un endroit bien caché, on le tabasse à 100, et il a bien fallu qu'un soudeur à côté intervienne pour qu'il ait la vue sauve. Ce soudeur d'ailleurs a les images de ce jeune qui s'est fait vraiment mal tabasser. Je veux dire une chose, je sais qu'il y a des tractations du côté de Dabola parce que le nommé, celui qui pense que le jeune suit sa femme, il a été arrêté. Ses gros bras également ont été arrêtés. Je sais qu'il y a des tractations pour qu'il soit libéré, mais ce serait vraiment dommage pour le jeune en question, mais aussi pour sa famille, que ces personnes soient libérées. Merci. Il faut qu'il y ait un jugement, il faut que ce genre de pratique cesse. Vous n'avez pas pris votre femme avec le jeune en flagrant délit d'adultère. Si vous l'avez fait, il y a des procédures pour cela. Monsieur le juriste est dans ce studio, il peut nous éclairer là-dessus. C'est pas en amenant une armée de gros bras que vous allez résoudre le problème. Nous sommes dans un état de droit. Bien. Allez, Abaka Diallo, vous nous apprenez, énergie thermique est notre scandale qui défraie la chronique. Oui, je vous disais hier, derrière un scandale peut bien se cacher un autre scandale, et c'est le scandale des 100 MW. Donc là, on est dans le cadre de l'énergie thermique. Vous vous rappelez donc de ce grand projet qui a été porté à bout de bras par le régime d'Alpha Condé et qui donc consistait en la fourniture donc, de l'énergie thermique à hauteur de 100 MW. Donc cette centrale qui a été éclatée entre deux lieux, 50 MW du côté de Tombo et 50 MW du côté de Kipé. Vous vous souvenez que ça a coûté la bagatelle de près de 150 millions de dollars américains aux caisses de l'État, donc aux contribuables guinéens. Et le projet avait été confié à Asperbras, donc aux Brésiliens. Et vous savez ce que cela a donné. Donc c'était une catastrophe, c'était un gâchis énorme. Et dans la foulée, le gouvernement guinéen a voulu donc tirer meilleur parti donc, de cet investissement pour ne pas qu'il finisse en eau de boudin. Donc un contrat va être signé il y a près d'un an avec une société mauritanienne du nom de AON. Parce qu'il ne faut pas prononcer AON, du nom de AON. Alors, le contrat a été signé du temps de Idrissa Cham, l'ancien ministre de l'Énergie, que Talibi Silla a remplacé à la tête du département de l'Énergie. Le contrat, à tout point de vue, est tout à fait désavantage la Guinée sur toute la ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le contrat dit que le partenaire mauritanien fournit les équipements complémentaires donc, qui manquaient pour que les 100 MW se mettent en route. Et le contrat dit aussi que le partenaire donc, apporte un financement donc, de 30 millions d'euros. Mais vous allez comprendre en quoi c'est un scandale. C'est-à-dire qu'au départ, les Mauritaniens mettent 30 millions d'euros et à l'arrivée, ils vont répartir avec près de 900 millions de dollars. C'est un scandale à la dimension où plus... parce que à la fin du compte, les 900 millions de dollars que l'entreprise ou la société mauritanienne va se taper, on va dire comme ça en français facile, c'est plus que l'enveloppe financière de Swapiti. Swapiti avec 600 MW d'énergie qui seront installés. Donc, je vous explique comment ça va donner. Et dans le contrat, c'est la Guinée donc, qui a les équipements, les groupes, les 100 MW qui sont posés entre Kipé et Tombo. Et c'est la Guinée qui achète du carburant et c'est la Guinée qui achète donc l'huile aussi. Et quand on fait les calculs, parce que je travaille avec des experts sur la question, le coût financier de l'alimentation de ces groupes en carburant
c'est environ $100 000, 100 000 américains par mois. Si vous faites les calculs, ça vous donne 36 millions par année. Et le contrat est sur 5 ans. Si vous faites les calculs, ça vous donne 180 millions de dollars américains sur les 5 ans. Il en est de même pour l'huile. Et si vous faites tous les calculs, et ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas rajouté, c'est le coût de consommation ou le coût de vente de l'électricité qui sera produite par les 100 MW au Guinée. La société va produire donc de l'électricité qu'elle va vendre au Guinée à 3,5 cents. Et quand vous demandez au travailleurs d'EDG, le courant qui est fourni actuellement par EDG et qui est vendu au Guinée, ça n'atteint même pas 1000 francs le kilowattheure. Et contrairement à cette électricité qui va être produite par la société mauritanienne, qui va se vendre à près de 2000 francs guinéens le kilowattheure. Donc, additionner tout cela, toute cette charge et le surcoût de vente de cette électricité qui sera produite par des groupes que nous avons achetés, nous les Guinéens, cela vous donne un gâchis financier de l'ordre de 900 millions de dollars américains sur 5 ans. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir comment est-ce possible un tel contrat, dans quel état l'ancien ministre Idrissa Cham a pu conduire son pays à une telle catastrophe, à un tel gâchis financier. Ce sont des questions, je pense qu'il faut l'interpeller parce qu'il faut arrêter ce contrat, il faut quand même le remettre en question parce qu'à tout point de vue, il désavantage la Guinée. Voilà, bien, bienvenue sur les GG. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à 22h30. Vous avez accès à cette émission évidemment. Faut-il avoir une volonté globale de l'État de récupérer une bonne partie de ses réserves foncières en général, illégalement et anarchiquement occupées? C'est la question que Boubacar Diallo pose ce matin. En tout cas, le ton est donné par une note adressée hier au Premier ministre. Le chef de l'État a ordonné donc l'arrêt immédiat de toutes les constructions anarchiques sur le domaine public maritime. À quelle implication faut-il s'attendre plutôt à la suite de cette mesure? Monsieur Luceni Camara, il est ministre de la Ville et de l'Aménagement des Territoires. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. La plateforme Dioliba, conçue pour l'orientation de nouveaux bacheliers, suscite interrogation et scepticisme. En outre, certains universitaires déclarent ne pas avoir été associés à la démarche et abouti donc à la conception de cette plateforme. Une plateforme qui pose d'ailleurs de nombreuses difficultés, surtout pour les bacheliers des jeunes enclavés. Alors, faut-il déjà parler d'impasse? Hier, vous avez suivi ce reportage dans le 22h de Moussa Moïse Silla. On va vous laisser d'ailleurs suivre ce 22h et derrière on revient. Cette année, les orientations ne se sont pas faites comme d'habitude. Pas de fiches d'orientation, pas d'attente dans les écoles ou les affiches dans les lycées. Dioliba sert de plateforme pour l'opération et les étudiants sont orientés dans les universités privées avec les filières. L'Association des universités privées, réunie autour du CRESUP, chambre représentative de l'enseignement supérieur privé, dit ne pas être associée à la mise en place de cette plateforme. Pour nous, c'est comme une boîte noire et nous avons souligné qu'à la date d'aujourd'hui encore, les universités ne savent pas combien d'étudiants elles ont. En amont et en aval, les informations devraient être assez abondantes pour que tout le monde prenne la situation en marche. Or, aujourd'hui, au niveau du bachelier, il y a un certain déficit d'information. Au niveau des institutions qui accueillent, c'est le même déficit d'information. Très remonté, il compte en discuter avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et tout à l'heure, on avait dit qu'on allait voir le ministre pour lui expliquer un peu nos inquiétudes, afin que le logiciel puisse vraiment répondre aux attentes des institutions privées et des étudiants. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on voulait et que vraiment que le choix soit respecté au niveau des étudiants et qui tiennent aussi de la performance des institutions pour l'orientation. Pour les étudiants, le calvaire ne fait que commencer. Après une orientation pénible qui se traduit par un mécontentement de certains étudiants qui ont tenté en vain de s'orienter depuis 2 semaines, d'autres sont orientés dans des branches qui ne les conviennent pas. Fait au bout de plus de 2 semaines, je n'arrive même pas à m'orienter jusqu'à présent. Je n'ai pas de nouvelles et je n'arrive même pas à accéder à leur site Dioliba jusqu'à présent. Hier, il y a certains qui disent qu'ils ont été orientés, mais là où ils ont choisi, ce n'est pas là-bas ils sont allés. La plupart de ces fondateurs craignent que cette situation ne pousse certains cadres véreux à proposer des marchés aux universités privées en dehors de tout cadre légal.
Bien. Vous venez de suivre donc sur l'élément de reportage de la rédaction d'Espace TV. Nous avons en direct Dr Ousmane Kaba. Les grandes gueules. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Ouais, bienvenue dans cette émission, Les Grandes Gueules. Beaucoup de polémiques, beaucoup d'agitation autour de la plateforme Joliba, conçue pour faciliter, en tout cas, l'orientation des bacheliers. Mais à votre avis, dans le milieu des fondateurs et des recteurs, et ça crée aussi beaucoup d'agitation. Qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, nous sommes en dialogue avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Hier, nous avons une longue réunion parce que nous avons émis des réserves au moins sur 3 points. Le premier point, c'est une question de principe. Le CRESUP, c'est l'association des universités privées, a pensé qu'il n'est pas du ressort du ministère de faire la préinscription ou l'inscription des étudiants. C'est quelque chose qui revient aux universités. Nous avons pensé que le ministère a beaucoup d'autres choses à faire, notamment le contrôle de la qualité, etc., que d'inscrire les étudiants. Ça, c'est question de principe. Mais deuxièmement, ce que nous avons reproché à la plateforme Joliba, c'est surtout le manque de transparence. À la date d'aujourd'hui, par exemple, aucune institution d'enseignement supérieur ne peut te dire voilà la liste des étudiants que nous devons inscrire. Oui. Donc nous n'avons pas accès à la plateforme. Oui. Et aujourd'hui, personne ne sait combien d'étudiants qui nous devons inscrire chez nous. D'accord. Et troisième chose, c'est que tout le monde dénonce un peu la multiplicité des universités privées en Guinée, l'anarchie, qu'il y a plus de 39 universités en Guinée, c'est trop. Et la politique du gouvernement depuis 2006 d'ailleurs avait été de laisser la liberté aux étudiants pour que les meilleures universités puissent émerger et que les universités médiocres disparaissent de leur belle mort sans que les autorités ne soient remises en cause. Qu'on ne dise pas c'est un tel qui a fermé telle université, mais si vous n'avez pas d'étudiants, vous êtes obligé de fermer. Ouais. Bien. Bon, alors, ça c'est la solution de la multiplicité, mais malheureusement, ce que nous voyons maintenant s'apparente un peu à un système de quotas. Ouais. Donc, on risque de partir de 39 universités à 50 universités bientôt. Ouais. Alors, reconnaissez avec moi, docteur Ousmane Kaba, qu'aujourd'hui, cette question est devenue beaucoup plus un business qu'une volonté réelle de former les grandes gueules. Et on peut aussi vous pointer du doigt comme étant, vous avez votre part de responsabilité dans cela. C'est vrai que vous êtes battu, Kofi Annan est une grande université aujourd'hui, citez un exemple peut-être dans la sous-région, mais à côté, vous avez permis à d'autres universités, vous êtes député, je le signale au passage, vous avez permis à d'autres députés, à d'autres universités de prospérer, de naître. C'est devenu un fonds de commerce aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Alors que pour être fondateur d'une université, vous savez comme moi, qu'il faut des critères et des critères sur lesquels le gouvernement vous délivre normalement une licence pour créer votre université. Et cela n'est pas fait dans notre pays. Vous avez croisé les bras et la conséquence est là aujourd'hui. Comme d'habitude, vous êtes toujours à côté de la plaque. Parce que vous prenez même pas le temps de réfléchir un peu. Ouais. Nous sommes en train de parler de quelque chose qui date de 15 ans. Kofi Annan a été la toute première université en Guinée en 1999. Faites le compte. Ouais. Et c'était bien avant le régime du professeur Alpha Condé. Donc tout ce que vous dénoncez, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ce régime-là. C'est un héritage. Ouais. Oui, c'est un héritage, mais quand vous avez l'héritage, c'est à vous de bien gérer l'héritage. Je suis en train maintenant de vous dire comment on peut y arriver sans faire de violence, sans s'attaquer aux droits de l'homme ou aux droits de qui que ce soit. C'était simplement de laisser la liberté aux étudiants de s'inscrire. Ce sont les meilleurs juges. Oui, mais alors ce sont les meilleures évaluations des universités. D'accord, monsieur Kaba. Monsieur Kaba, est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce système, vous risquez de ne pas avoir le même quota que vous avez l'habitude d'avoir? Justement. Mais justement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'éviter les quotas. Parce qu'en fait, les quotas ne favorisent pas votre épanouissement. Oui, mais il faut laisser la liberté
pour que les meilleurs puissent émerger. Oui, c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Qu'est-ce que le ministre vous a dit alors, puisque vous avez eu un entretien avec lui? Attendez, je pense que vous êtes un peu trop agressif. Vous savez, d'abord, la problématique de l'enseignement privé, il faut le savoir. Aucun pays africain, ce n'est pas un problème guinéen, l'État n'a pas la possibilité de financer tout l'enseignement, tous les cycles d'enseignement, dans aucun pays africain. Donc, la nécessité de l'apport des privés est une nécessité impérieuse qui s'impose à tout le monde. Ce n'est pas une question je veux ou je veux pas. C'est la tendance naturelle. Ce n'est pas la Guinée seule, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Alors, quand les Guinéens font des efforts, je pense qu'on doit approcher ces questions avec un peu plus de considération et qu'on ne peut pas attaquer ceux qui mettent leur argent en Guinée. Il y a suffisamment de personnes qui achètent des maisons à l'extérieur et qui envoient leurs enfants. Donc, ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut développer un pays. On ne peut pas faire du libéralisme dans un pays sans les nationaux. Voilà. Donc, vous écoutez, je pense qu'il y a un souci avec c'est important, de revenir sur cette plateforme a été créée absolument. à Bakar, c'est pour aider les universités. Mais oui, si aujourd'hui, les fondateurs se disent ils ne sont pas contents, et vous nous apprenez que vous n'avez même pas accès à cette plateforme. Ça veut dire qu'à l'origine, vous n'avez même pas été associé à sa conception. Voilà. On est en train de parler d'une plateforme informatique. Ouais. Une plateforme informatique, vous pouvez être informé, nous voulons faire une plateforme. Mais cela ne signifie pas que vous êtes partie prenante. Pour que vous soyez partie prenante, il faudrait que vous participiez non seulement à la conception et que vous ayez accès à toutes les informations en temps réel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, aujourd'hui, les fondateurs d'universités privées devraient savoir à tout moment quel est le nombre d'étudiants, quelles sont les identités des étudiants qui s'inscrivent chez eux. Je crois que c'est la moindre des choses, c'est élémentaire. Et aujourd'hui, nous ne savons pas qui doit s'inscrire chez nous. Voilà, en manière très simple, une manière de vous faire comprendre ce manque de transparence et d'opacité du système. Voilà, docteur, alors qu'est-ce que vous allez faire parce que... Le ministre de l'Enseignement supérieur, avec qui nous avons discuté, qui par ailleurs est un homme compétent et assez ouvert, et il nous a écoutés. Il a reconnu effectivement qu'il y a des efforts à faire, des va-et-vient pour que le système soit beaucoup plus performant. Vous savez, la Guinée, c'est un pays qui est beaucoup en retard, avec beaucoup de difficultés. Le gouvernement lui-même essaie de trouver des solutions. Alors, asseyons-nous ensemble, trouvons les bonnes solutions, mais ce n'est pas la peine de jeter de l'opprobre sur les uns et les autres. Il y a déjà pas mal d'efforts en cours pour qualifier l'enseignement supérieur, parce que c'est ça l'objectif. Il ne s'agit pas seulement de former, il faut former des gens compétitifs sur le plan national et sur le plan international. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Bien. Docteur Ousmane Kaba en direct ce matin. Merci beaucoup en tout cas, docteur, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Allez, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. On marque une pause et puis on va s'intéresser, on va approfondir évidemment ce débat avec les chroniqueurs dans ce studio. On fait une pause de 10 minutes et on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.